Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe fort de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Benoît Renaud, le directeur général de Reinet France, des produits d'entretien qui font du respect de l'environnement et de la santé leur marque de fabrique. Notre débat portera sur les espoirs suscités par l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, malgré le climat insurrectionnel, malgré un pays profondément divisé, malgré l'urgence Covid. Il veut faire de la lutte contre le réchauffement climatique l'une de ses priorités. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez les opticiens mobiles qui se déplacent pour que les plus fragiles accèdent à la santé visuelle. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact tout de suite. Bonjour Benoît Renaud, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Reinet France, marque qui est présente en France depuis 30 ans. Oui. Est-ce que vous diriez qu'en 1990, vous étiez des pionniers ? Oui, je crois qu'on peut le dire maintenant avec le recul. Et 30 ans, c'est jeune, mais c'est quand même déjà une certaine durée. Donc c'était un élément fort, puisqu'à l'époque, on a considéré qu'il fallait changer de modèle. On ne pouvait plus se contenter de produire des produits conventionnels avec un certain nombre de molécules pas très nettes, dans des conditions de fabrication pas très respectueuses de l'environnement. Donc c'est une société familiale qui est derrière. C'est une société allemande, c'est ça ? Allemande, oui, et on est sur la 5e génération. Donc il y a vraiment une transmission de l'héritage et des valeurs. Ouais. Et les valeurs, elles sont très simples. Il faut respecter l'environnement, il faut bien évidemment respecter la santé, il faut rester très accessible en prix. Il ne faut pas faire de l'écologie élitiste parce que sinon on ne rencontre pas ses consommateurs et on ne convainc pas. Et puis pour des produits d'entretien ménager, il faut rester efficace parce que si on ne fait pas le job, eh bien les gens n'achèteront pas. Ouais. Quelques chiffres de Reinet France. Le chiffre d'affaires 2019, 36,9 millions d'euros, 935 000 nouveaux acheteurs que vous revendiquez, une part de marché de 16,8%. Si on fait un petit bilan de cette année particulière, évidemment, de cette année Covid, est-ce que ça a eu un impact positif ou négatif sur votre chiffre d'affaires ? C'était une grande question. On a eu un premier impact en mars-avril sur simplement la disponibilité des produits. Comme vous le savez, les gens se sont rués dans les magasins et ont acheté beaucoup. Et donc, on a fait face à un certain nombre de ruptures, mais toute la profession, pas seulement nous. Et puis, on s'est dit après, une fois qu'ils vont consommer, est-ce qu'ils vont prioriser l'hygiène, la santé pure face au Covid, ou est-ce qu'ils vont garder l'intérêt pour la défense de l'environnement ? Et tous les résultats qu'on peut voir après la fin de l'année 2020, c'est que il n'y a pas eu de désinvestissement donc, de la part des consommateurs sur ces produits. Bien au contraire, puisque le marché s'est développé de plus 30% sur 2020, ce qui est beaucoup plus encore que la croissance de 2019. Ah oui, donc le marché global de l'entretien écologique, on pourrait l'appeler comme ça. Absolument, oui. Donc c'est formidable. Donc, c'est vraiment une valeur profonde qui n'a pas été altérée par le Covid, sachant que nous le savons tous, le Covid a révélé beaucoup de choses dans notre société, mais pas en tout cas un désamour pour les produits écolos. Alors c'est quoi un produit d'entretien écologique ? On va rentrer un peu dans la définition et on commence par le produit lui-même. Vous utilisez quels ingrédients ? Alors, effectivement, ça commence par le produit, souvent le liquide, dans des nettoyants, des vaisselles ou des lessives liquides. Il y a des poudres aussi. Il faut que le produit soit fait avec des ingrédients renouvelables. Et aujourd'hui, les ingrédients renouvelables, c'est tout ce qui n'est pas la pétrochimie, c'est donc les plantes. Donc ça, c'est la base d'un produit écologique. Donc c'est des produits pour nettoyer, c'est des produits pour détartrer, c'est des produits pour, éventuellement un petit peu désinfecter, mais pas trop, parce qu'il faut respecter la vie. Ça, c'est la base. Mais c'est plus encore, c'est l'emballage. Oui, alors je vais y revenir sur l'emballage, mais je reste sur le produit lui-même, parce que vous dites qu'il faut respecter la vie, mais ça peut sembler un défi, c'est-à-dire qu'il faut quand même nettoyer. Oui, mais on peut nettoyer sans tuer toutes les bactéries. Ce qu'on veut enlever, c'est la saleté, ce n'est pas forcément le milieu vivant. Donc chez Reinet, par exemple, vous n'avez pas de produits biocides. Vous imaginez, en 2020, où il y a eu une forte demande, nous avons décidé de ne pas faire de produits biocides et de rester fidèles à notre conception écologique. Parce que ça tue les microbes, mais ça repart ensuite dans les eaux usées. Et ça va aussi, malheureusement, contaminer, polluer et poser des problèmes pour tout ce qui est ensuite le retraitement des eaux. Ce qui repart aussi dans les eaux usées, ce sont les microplastiques. Il y en a dans les produits Reinet ? Bien sûr que non, il n'y a pas de microplastiques et depuis très longtemps. Il y a souvent des microplastiques dans les lessives pour rendre les formules dites crémeuses. Chez Reinet, il n'y a pas de ça, parce que les microplastiques, c'est finalement ce qu'il y a de plus problématique. Les gros plastiques, c'est une pollution, mais leur problème, c'est la décomposition en microplastiques qui sont ensuite captés par tous les organismes vivants
et chez nous qui sont stockés dans certains organes filtrants comme le foie ou les reins. Alors, on a fait le contenu, on va faire le contenant maintenant. Oui. Les emballages, vos flacons, vos bouteilles, elles sont en plastique, mais pas n'importe quel plastique, j'imagine? Absolument. Il y a deux types de plastique. Le plastique dit transparent, un petit peu rigide, qu'on appelle le PET. Donc, nos plastiques sont en plastique 100% recyclé et bien sûr 100% recyclable et depuis de nombreuses années. Il y a les bidons un petit peu plus gros pour les lessives, le plastique souple, un petit peu opaque. Ouais. Donc ça, c'est du PE. Et là, c'est plus difficile d'avoir de la matière recyclée. Mais pourquoi? Parce que y a l'écosystème autour du recyclage des plastiques n'est pas suffisamment organisé. Mais nous, chez Rainet, nous avons travaillé en collaboration en amont avec des fabricants pour avoir cette matière première, et notamment en Allemagne. Et l'ensemble de nos flacons en PE sont en PE recyclés, 100% recyclés, 100% recyclables. Et ça vous donne une place particulière sur le marché des produits d'entretien écologique, où finalement tous vos concurrents sont à peu près sur cette ligne-là? En fait, nous avons été une fois de plus pionniers dans ce gros chantier. Et depuis l'année dernière, on a vu beaucoup de marques arriver avec une offre en plastique recyclé, parfois 50%, parfois 60%, parfois de façon encore rare, 100%. Donc, on n'est plus les seuls, et c'est tant mieux. Parce que ce qu'on voulait faire, c'est pas seulement changer pour nous, mais c'est changer les mentalités de l'ensemble de la catégorie. Et d'ailleurs, j'ai vu sur votre site, vous tenez un compteur du nombre de bouteilles en plastique recyclé. Vous en êtes où, là? Je ne sais plus, mais je sais qu'on a dépassé les 470 millions de bouteilles mises sur le marché, issues de 100% de plastique recyclé. Et recyclable, bien évidemment. Donc, c'est autant de plastique que vous ne verrez pas aller dans les décharges, et malheureusement aussi parfois aller dans les océans. Alors on a vu le compteur là, quand on l'a saisi, c'était 437 millions, mais c'est donc. Mais oui, parce que ça va vite, quoi. Ça va vite. Tout le temps. Il faut penser à tout, les encres par exemple, les encres des étiquettes. Là aussi, il y a un enjeu environnemental. Absolument. On s'est rendu compte il y a un certain nombre d'années que la couleur verte, emblématique de l'écologie, eh bien, il y avait des pigments extrêmement toxiques. Donc, quand on s'est rendu compte de ça, il y a vraiment beaucoup, il y a au moins 5 ou 6 ans, on a décidé de travailler sur des encres et des cols non toxiques. Donc, des cols qui se dissolvent très facilement dans le cycle de recyclage, et des encres, bien évidemment, qui ne contiennent pas de métaux lourds, qui sont extrêmement toxiques. Donc ça, c'est un gros chantier, parce que vous n'imaginez pas jusqu'où il faut remonter dans la chaîne pour pouvoir avoir la certitude d'avoir les bonnes matières premières. Alors, justement, on va essayer de l'imaginer. Il faut remonter jusqu'où? Parce que c'est souvent le défi des marques qui prennent ce chemin de la RSE et de la transition écologique, ce sont les fournisseurs. Absolument. Donc il faut le fournisseur d'étiquettes, mais lui-même a des fournisseurs d'encre, des sous-composants, parce que les encres de couleur, c'est parfois des mélanges. Donc il faut remonter sur 3 ou 4 niveaux d'entreprise en amont pour pouvoir effectivement certifier donc le bon engagement écologique des produits. Et parfois, Benoît Renaud, il faut les accompagner parce que la transition, elle ne se fait pas d'un claquement de doigts. Absolument. Et de toute façon, on est tous en transition et toujours en transition. Oui. Même nous, on est encore en transition. Je pourrais vous en parler sur un autre produit tout à l'heure. Il faut les accompagner par la clarté sur le cahier des charges et de la visibilité sur l'offre qu'on va leur proposer. Donc ce sont des contrats pluriannuels. Parce que comme ils vont changer l'ensemble de leur mode de production et devoir s'engager avec des nouveaux partenaires eux aussi, il faut qu'on puisse leur donner la certitude d'un débouché. Si on est opportuniste, si on est volage, si on n'est pas en mode collaboratif, à un moment, il va y avoir un problème. Alors, c'est quoi justement l'innovation? On a bien compris que c'était un processus permanent, donc c'est quoi les nouveaux? Alors, en fait, il y en a deux. La première, elle va arriver dans quelques mois, c'est que nos poches de lessive, vous voyez les poches, très bien. On appelle souvent dans le jargon les dohi-packs. Les poches, c'est 70% de plastique en moins. Donc ça, d'un point de vue écologique, c'était vraiment quelque chose de très très fort sur le marché. Mais cette poche est très difficilement recyclable parce qu'elle n'est pas dans le bon matériau. Nous allons arriver dans quelques mois avec un matériau qui sera du PE, totalement recyclable. Donc c'est une véritable innovation. Parce que non seulement il y a beaucoup moins de plastique, mais en plus ce sera du plastique qui sera complètement recyclable, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas de toutes les marques du marché. Donc ça, c'est une grosse avancée. Et la deuxième avancée, sur laquelle on travaille là d'arrache-pied, et c'est très difficile, c'est de s'affranchir des quelques dérivés d'huile de palme qui restent dans les produits écologiques. Quand on a abandonné le pétrole, je parle de la profession, pas seulement chez Rainet, il fallait des substituts donc verts, d'origine végétale. Et souvent, il y avait des dérivés d'huile de palme. Donc il y a encore 10 ou 20 ans, ce n'était pas vraiment un problème. Mais depuis quelques années, nous savons que ça pose un problème. Donc on a ouvert ce chantier, et sur une
foultitude de produits. On s'est déjà affranchi, soit totalement des dérivés d'huile de palme, soit 50%, 70%, 75%. Et ça, ce chantier-là, on veut le terminer vraiment très rapidement. Est-ce que pour y arriver, c'est une question d'innovation, de recherche et développement ou de sourcing ? C'est l'innovation. C'est l'innovation. Parce qu'on a la matière première en Europe. Ce sont des résidus d'huile d'olive qu'on n'utilise pas, des résidus de colza, pareil, qu'on n'utilise pas, qui ont fini leur chaîne, c'est-à-dire qu'ils ne sont même plus disponibles pour les animaux. Donc ça, on a la matière première et en très grande quantité. Par contre, la technologie pour maîtriser est très très difficile parce que ce sont des huiles plus complexes, qui s'oxydent, qui changent de couleur, ce que n'a pas l'huile de palme. Et donc là, effectivement, il faut beaucoup de technologie. Voilà, ce qu'on n'imagine pas forcément quand on utilise un produit d'entretien. Merci beaucoup, merci Benoît Renaud. À bientôt sur Bismarck. Tout de suite, notre débat. Joe Biden sera-t-il vraiment un président écolo ? Joe Biden investit ce 20 janvier. Il a déjà annoncé que malgré la crise Covid, le retour dans l'accord de Paris, la lutte contre le réchauffement climatique ferait partie de ses priorités. Biden, président écolo, on en débat avec les journalistes Roxane Runel, bonjour, bienvenue, et Clément Fournier, bonjour, bienvenue Clément, rédacteur en chef de You Matter. Peut-être on peut revenir avec vous sur les engagements de campagne de celui qui est donc le 46e président des États-Unis d'Amérique. L'environnement, Roxane Runel, ça faisait partie quand même de la différenciation, c'est évident, face à un Donald Trump. Incontestablement, le retour dans l'accord de Paris, c'était vraiment une promesse de campagne de la part de Joe Biden. Évidemment, c'est pour se différencier de Donald Trump, ça c'est certain, mais c'est aussi évidemment conforme à ses propres valeurs. Tout au long de sa campagne, Joe Biden a qualifié la lutte contre le réchauffement climatique d'une priorité absolue. Le changement climatique, c'est quelque chose qu'il a qualifié de menace existentielle. Le vocabulaire choisi est très précis, il est fort. Menace existentielle, c'était à l'époque de la guerre froide, la manière dont on qualifiait la menace communiste. Donc vraiment, c'est dire toute l'idéologie et le travail aussi qu'il y a derrière le choix des mots. Et incontestablement, il a vocation à être le président le plus vert des États-Unis. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on connaît le système politique américain et notamment le poids des donateurs, parce que les campagnes électorales américaines coûtent un argent complètement démesuré, il est aussi lié à ces donateurs, parce que le lobby de la transition écologique qui existe et qui fait du business, lui a donné beaucoup d'argent. Oui, c'est sûr. Et d'un autre côté, il a cette volonté, cette impulsion écolo. Et d'un autre côté, c'est pas le plus écolo des démocrates. L'aile gauche du Parti démocrate était beaucoup plus écolo que lui, portait, je pense à Alexandria Ocasio-Cortez et Bernie Sanders, eux portaient un Green New Deal très ambitieux sur 10 ans. Le Green New Deal de Biden, ce n'est pas celui-là. Alors, il est tout de même très ambitieux, mais Joe Biden, par exemple, je prends l'exemple du fracking, de la fracturation hydraulique, il a très clairement dit, on ne va pas l'interdire, on va simplement la réglementation. Oui, on y reviendra sur la question des gaz de schiste. Clément Fournier, l'accord de Paris, parce que ça, c'est effectivement, ça a été annoncé par Biden, ça va être l'une de ses premières décisions de président. C'est symbolique, mais c'est pas seulement symbolique. C'est pas seulement symbolique. En fait, faut bien comprendre que, en effet, le programme de Biden sur l'écologie, c'est le plus ambitieux qu'on ait eu sur toutes les campagnes présidentielles américaines depuis qu'elles existent. C'est beaucoup plus ambitieux que ce qu'avait proposé Hillary Clinton. Donc, quand Biden propose de revenir dans l'accord de Paris, c'est aussi parce que derrière, il a un programme qui est conséquent. Il y a 2000 milliards qui sont alloués sur la transition écologique, la transition énergétique. Donc, il y a un vrai pari d'aller vers ça. Après, voilà, les ambitions affichées, elles sont là. La question, c'est derrière comment elles vont pouvoir être mises en place, parce que le système américain, au regard de l'écologie et au regard de ses spécificités politiques, il est très particulier. Donc voilà, il va y avoir un certain nombre de challenges que Biden va devoir surmonter, entre guillemets, pour mettre en place son programme. Et le premier d'entre eux, ce sera peut-être de défaire ce qu'avait fait Donald Trump avant lui. Toutes les agences qu'il a quasiment démantelées, tous les personnels qu'il a virés des différents postes à clé sur l'écologie. Voilà. Donc tout ça, il a une ambition, mais derrière, il y a des freins, il va falloir qu'il agisse pour les surmonter, en fait. Parce que si on fait un rapide bilan, parce que je ne voudrais pas qu'on y passe trop de temps, mais la présidence Trump, Clément, elle a vraiment été désastreuse. C'était pas seulement des mots, c'était des choix, c'était des axes, c'était des budgets en moins. Oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'il a simplement arrêté d'agir sur l'écologie, mais c'est pire que ça. Il a dégradé la situation. Par exemple, l'EPA,
l'agence de protection environnementale américaine. Il a mis à sa tête un directeur qui est complètement climato-sceptique. Il a réduit drastiquement ses budgets. Il a réduit les budgets de la recherche aussi sur les sujets écologiques. Il a défait un certain nombre de réglementations qui existaient sur les émissions de CO2, par exemple des voitures. La Californie avait lancé un acte de plafonnement des émissions de CO2. Il l'a fait annuler. Voilà, il y a un certain nombre de réglementations qui ont été défaites. Et donc, effectivement, le bilan de Donald Trump sur l'écologie, il est catastrophique. C'est pour ça que, en fait, Biden apparaît comme un candidat assez ambitieux après Donald Trump, mais il a quand même un certain nombre de choses à faire pour surmonter les freins qu'il y a sur la politique écologique américaine. Oui, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Vous connaissez l'expression, ça vaut aussi pour Joe Biden dans le temps présent. Je vous propose une citation. Tiens, 22 octobre, on est dans le dernier débat qui oppose Biden à Trump. Et il annonce « Je me détournerai progressivement de l'industrie pétrolière. Oui, j'arrêterai parce que l'industrie pétrolière pollue considérablement. » Quand on sait ce que pèse cette industrie dans l'économie américaine et ce lobby dans le jeu politique américain, c'est pas neutre. Clément disait 2000 milliards sur 4 ans. Roxane Brunel, ça peut prendre quelle forme cet argent? Et cette transition, comment il prévoit de passer finalement du pétrole aux énergies renouvelables aux États-Unis? Oui, alors on a quelques détails, on connaît déjà quelques objectifs. Par exemple, Joe Biden a dit très clairement qu'en matière d'énergie, l'objectif neutralité carbone, il était fixé à 2035. Donc ça, on le sait, et vraisemblablement, Joe Biden va commencer avec ses 2000 milliards d'investissements dans le cadre de son Green New Deal, en fait, celui qu'il porte, un plan sur 4 ans. Il va, je pense, commencer par le secteur des énergies, qui est quelque part le plus facile à décarboniser, en fait, ou le moins difficile, ça dépend comment on voit les choses, évidemment. Donc il a dit très clairement, c'est l'énergie le premier secteur auquel il va s'attaquer. Ça va passer par de meilleures isolations énergétiques, un soutien à la production de véhicules électriques et au développement des énergies renouvelables pour atteindre de manière globale la neutralité carbone en 2050. Donc là, on est sur les mêmes objectifs, par exemple, que ceux fixés par l'Union européenne. Donc ça, c'est pour à peu près la forme que va avoir le chantier. Après, sur les moyens, c'est aussi intéressant de regarder comment ça va se passer, parce que ce qui est très intéressant, je trouve, c'est de voir comment Joe Biden a déjà organisé sa future administration. Quand on regarde les nominations, on voit très bien qu'il a mis à différents postes clés dans différentes agences fédérales et à la Maison-Blanche des personnalités très compétentes en matière de lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il a bien conscience que tous ces objectifs, que la neutralité carbone, ça ne s'atteint pas avec un ministère ou une agence fédérale. Il faut qu'il y ait du climat dans toutes les agences fédérales, et c'est la stratégie en tout cas qu'il a adoptée quand on regarde cet aspect-là des choses. La question qui se pose aussi, c'est comment cette politique elle va se mettre en œuvre, Clément, État par État, parce que c'est un État fédéral. Donc on a vu face à Trump certains États comme la Californie rester dans l'accord de Paris et continuer de mener une politique de défense de l'environnement. Est-ce que l'inverse est possible? Est-ce qu'on peut craindre que certains États, quand on voit l'influence que Trump peut avoir encore au sein du Parti républicain, soient réfractaires à la politique de Biden? Oui, on peut le penser. C'est vrai que le fait que ce soit un État fédéral et que le système américain soit très particulier à ce regard-là, ça va poser des difficultés dans la mise en œuvre de ce que Biden va proposer. En fait, par exemple, sur le système électrique, aujourd'hui, le système électrique américain, c'est pas du tout comme le système électrique français où c'est un producteur qui fournit 70% de la production nationale, et donc on peut facilement changer avec des décisions étatiques. Là, en fait, le système, il est géré par des centaines de petits acteurs qui sont privés, qui sont gérés au niveau des États ou qui sont gérés au niveau de l'État fédéral. Et donc voilà, on peut avoir certains acteurs qui vont être réfractaires. Et on sait que notamment dans certains États du sud des États-Unis qui dépendent énormément sur le plan économique de l'exploitation pétrolière, de la fracturation hydraulique, il peut y avoir des résistances. Néanmoins, il faut quand même dire que c'est un mouvement global qu'on a aux États-Unis d'investir de plus en plus quand même vers les énergies vertes, parce qu'en fait, tout simplement, elles sont devenues moins chères que beaucoup de produits pétroliers d'énergie fossile. La fracturation hydraulique dont on parlait tout à l'heure, elle est de plus en plus contestée. Il y a même certaines villes au Texas qui pourtant dépendent énormément de ça sur le plan économique qui l'ont interdite. Donc le mouvement, il est un petit peu en marche. Après, voilà, il y aura des résistances, et forcément, chez les républicains, chez même certains démocrates, il peut y avoir des gens qui vont refuser les avancées que Biden va proposer. Oui, mais
mais alors pourquoi Biden, pour l'instant, et on va approfondir sur la question des gaz de schiste, pourquoi il ne bloque pas, il ne met pas carrément un moratoire sur la fracturation hydraulique? Clément d'abord, et puis Roxane. Tout simplement parce que c'est un sujet, l'écologie, qui est déjà beaucoup plus clivant aux États-Unis qu'il ne peut l'être dans les pays d'Europe. On va prendre un exemple historique assez simple, mais en 97, quand les États-Unis rejoignent le protocole de Kyoto, la résolution Byrd-Hagel qui les fait sortir du protocole de Kyoto, enfin qui refuse la ratification, c'est une ordonnance qui est signée par tous les députés, y compris les démocrates. Donc en fait, on voit qu'il n'y a pas cet attachement aussi fort qu'on peut avoir au sujet d'écologie aux États-Unis. Donc prendre des décisions aussi puissantes que interdire la fracturation hydraulique ou d'autres exploitations d'énergie ou des véhicules, par exemple, trop polluants, ça passerait pas aux États-Unis. Même les démocrates n'accepteraient probablement pas des réglementations trop ambitieuses comme ça, si ambitieuses que ça. Donc en fait, c'est un peu, Biden va être obligé de faire de la réelle politique, c'est-à-dire de composer avec le paysage politique qu'il a aux États-Unis et qui n'est pas forcément toujours favorable à des mesures très drastiques. Ça, c'est le premier élément. Après, le deuxième élément, c'est que, comme je disais, il n'a pas forcément la main. L'État, il y a beaucoup de règlements de la Cour suprême américaine qui cassent les executive orders des présidents américains quand ils touchent à des domaines qui, selon la séparation des pouvoirs américaine, dépendent des États. Donc voilà, il ne peut pas tout faire non plus. Donc c'est ça qui est un peu compliqué pour lui aujourd'hui, c'est qu'il a un paysage politique qui est divisé, il n'a pas toutes les compétences en main, et même s'il a placé, comme le disait Roxane, des personnels très compétents à l'EPA ou à d'autres agences, voilà, il va falloir faire ça avec un peu de diplomatie. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le gaz de schiste, avec tous ses défauts, ça a quand même donné aux États-Unis une indépendance énergétique qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc cet argument-là, il est aussi un peu difficile à contrer pour Biden. Totalement. Moi, je dirais le gaz de schiste, l'interdire aux États-Unis, si on est dans une démarche pragmatique de réelle politique, c'est non, en tout cas, pas tout de suite. Pour sortir du gaz de schiste, il faut un plan, il faut des décennies pour mettre ça en place. Il y a la question évidemment de l'indépendance, de la souveraineté énergétique évidemment. Et vu qu'on parle d'enjeux de souveraineté et de politique étrangère, je pense que c'est important de souligner que John Kerry va faire son grand retour dans l'administration américaine. Il va occuper un poste qui n'existait pas auparavant, celui d'envoyé spécial pour la lutte contre le changement climatique. Et ce poste va faire partie du Conseil de sécurité nationale. Donc ça veut dire que les enjeux climatiques vont être désormais intégrés par les États-Unis dans toute leur politique, y compris la politique étrangère. Ouais, et on rejoint cette transversalité dont vous parliez tout à l'heure. Merci à tous les deux d'avoir animé ce débat. C'était passionnant. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Est-ce que vous avez besoin de lunettes? Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, elle est signée Mathieu Gerbert. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le fondateur et PDG des Opticiens Mobiles. Vous avez créé ce réseau il y a une demi-douzaine d'années. Avec quel principe, avec quelle ambition ? L'ambition d'apporter la santé visuelle directement sur les lieux de vie et de travail des personnes, qu'elles soient actives ou fragiles. Et dans la fragilité, on a les personnes de grand âge qui sont en perte d'autonomie et le handicap. Mais ça veut dire que vous allez, on imagine en EHPAD, à domicile. Vous pouvez aller sur le lieu de travail aussi avec les opticiens mobiles ? Exactement, on va aussi bien à domicile, sur rendez-vous, mais aussi en EHPAD et également dans les entreprises qui ont pour ambition de protéger leurs salariés, d'améliorer la qualité de vie au travail, pour faire par exemple des lunettes de sécurité ou tout simplement des lunettes pour la vue, puisqu'on a 75% des personnes de plus de 20 ans qui ont un trouble de la vision. Et après 60 ans, c'est 97% des personnes qui ont un défaut visuel. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ou l'envie de créer ce service particulier ? Alors c'est un service qui a été créé pour répondre à un besoin. En fait, on est parti d'un besoin tout simple, c'est que tout le monde ne peut pas se déplacer en magasin par des contraintes de temps ou par des contraintes de fragilité, difficulté d'accès aux soins sur tout le territoire. C'est un véritable enjeu. Il y a des inégalités d'accès aux soins, tant d'un point de vue géographique que physique qu'économique. Et donc, il fallait amorcer une solution qui soit différenciante de celle des magasins. Et donc, l'idée a été de proposer un service où ce sont les opticiens qui, sur rendez-vous, se déplacent avec tout son matériel directement sur les lieux de vie ou de travail des personnes. Et alors, ça représente quoi aujourd'hui les opticiens mobiles ? Combien d'opticiens, combien de personnes ? Alors aujourd'hui, l'entreprise, c'est 35 collaborateurs salariés. Et on a à peu près 70 opticiens franchisés sur tout le territoire. Et notre véritable enjeu, c'est de mailler le territoire. Alors, il y a 38 000 opticiens diplômés en France, qui, je pense, sont tous prêts à s'engager pour améliorer l'accès aux soins. Quand on sait que les ophtalmos, il y en a 6 000 aujourd'hui en 2020,
Il y en aura toujours 6 000 en 2040, mais sur cette même période, la population française va passer de 67 à 74 millions et les publics fragiles de 2 à 4 millions. Donc l'opticien a vraiment toute la compétence pour permettre de s'inscrire dans une solution pour permettre de faciliter l'accès aux soins à la vue pour les personnes. Quand vous parlez de maillage, votre point de départ c'est Lyon, c'est ça? Le point de départ c'est Lyon. Donc ça veut dire que vous êtes très développé dans la région lyonnaise ou que vous Alors avez pas du tout, réussi on à est vous- partout, on est sur Ouais. tout le territoire, Ouais, très mais bien. partout et nulle part, puisqu'on a 70 opticiens qui interviennent dans un rayon de 30 km à peu près, et il nous en faut à peu près 350 à 400, ce qui représente un peu moins de 1% des opticiens de France diplômés que l'on souhaite engager dans cette démarche pour permettre de garantir l'accès à la santé visuelle avec en plus des prix accessibles. Alors oui, c'est une vraie question, je vais y venir, mais c'est quoi le modèle économique? C'est-à-dire que vous payez comment par rapport aux opticiens qui travaillent avec vous? Ah ben alors nous c'est très simple, il y a une répartition de la valeur, Ouais. puisque nous il y a toute une équipe qui gère, on va dire, toute la partie back-office, par exemple la prise de rendez-vous, la gestion du tiers payant, la partie marketing, toute la partie logistique, toute la partie taillage-montage, suivi du SAV avec les clients. Et nos opticiens, ils sont vraiment dédiés, puisque l'opticien est un professionnel de santé, et il est vraiment dédié à faire son métier, il est vraiment dédié à s'occuper de son patient, et donc ça lui libère des tâches, et ensuite on répartit la valeur sur le chiffre d'affaires qui est réalisé entre l'opticien et le patient. Le prix du service, justement, j'y viens, il est forcément un peu plus cher parce qu'il y a un déplacement? Alors, le prix, il y a 3 composantes dans le prix. Il y a l'équipement, donc Ouais. la lunette et les verres. Il y a le déplacement, puisque l'opticien vient une première fois pour faire le premier rendez-vous, faire le bilan de la vue sur place, faire essayer les montures. Ensuite, il passe sa commande et il revient pour faire la livraison du produit et s'assurer que l'équipement correspond à l'ordonnance et correspond au choix du client. Et ensuite, il y a bien entendu le service. Et globalement, en prix d'équipement, parce qu'on est une société où on voulait avoir un prix accessible, on est globalement 10 à 15% moins cher que les prix moyens du marché sur l'équipement. Malgré tout. Malgré tout, exactement. Ouais. Bon. Dernier mot, parce que ça me semble très important quand j'ai découvert votre entreprise des opticiens mobiles. Vous vous aidez aussi à lutter contre l'isolement d'une certaine façon. On peut imaginer qu'il y a certaines des personnes que vous allez rencontrer équipées en lunettes qui n'ont pas vu grand monde dans la semaine, quoi. Exactement. Alors ça, c'est tout l'enjeu du domicile. Par exemple, les personnes qui sont isolées dans les zones périurbaines ou rurales, ou même parfois en ville, qui en effet n'ont pas la visite d'un proche. Donc on a une solution pour les aidants qui n'ont parfois pas le temps de s'occuper de leurs parents, mais aussi pour les personnes, on passe aussi un bon moment. Et je pense que c'est ça. Et donc on donne du temps, notre opticien va donner du temps pour expliquer le défaut visuel de la personne, et va donner du temps aussi pour passer un bon moment. C'est toute la relation et tout l'enjeu, je pense, de la santé mobile au sens large. Au XXe siècle, on se déplaçait chez le médecin. Et aujourd'hui, je pense que la santé vient plutôt à nous. Elle vient à nous d'un point de vue digital, avec la télémédecine. On l'a vu avec la période du Covid. Et elle vient aussi à nous avec les professionnels de santé qui se déplacent, puisqu'ils sont beaucoup à se déplacer. Merci beaucoup. Merci Mathieu Gerbert. Bon vent aux opticiens mobiles. À bientôt sur Bismart. Voilà, Merci. c'est la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h30, midi, 20h30 sur Bismart, sur la chaîne des Audacieux, que vous retrouvez également aussi, évidemment, sur le .fr.